L'Ultime n'a jamais hésité à parler de la nuit où King Von a été tué. Il l'a dit dans des interviews, sur des lives, et j'en passe. Et pourtant, après tout cela, il est toujours en liberté. Pas de condamnation pour meurtre, pas de véritable peine de prison. Les gens se demandent pourquoi depuis des années. Et aujourd'hui, nous pourrions enfin avoir la réponse. Apparemment, de nouvelles images du tribunal viennent de faire surface et ce que l'Ultime a dit à propos de King Von dans cette salle d'audience, ce n'est pas seulement choquant, cela pourrait expliquer exactement pourquoi les fédéraux ont reculé. Avant de commencer, commençons par comment le bluff s'est détaché et est devenu mortel. Le tout s'est déroulé à l'extérieur du Monaco Hookah Lounge à Atlanta. Ce qui avait commencé comme une soirée normale dans le quartier s'est rapidement transformé en un drame sauvage, lorsque deux squads, Fon et ses homies d'un côté, et Quando Rondo et son garçon l'Ultime, de son vrai nom Timothy Leaks, de l'autre, se sont heurtés à l'extérieur du lieu. Selon des témoins et des images de surveillance devenues virales par la suite, la situation s'est rapidement envenimée. Ce qui a commencé comme un échange de mots est rapidement devenu physique, avec King Von qui aurait couru sur Quando Rondo et l'aurait attrapé avec ses mains. Cet incident initial a déclenché une réaction en chaîne à laquelle personne n'était préparé. La querelle s'intensifiant, la situation s'est transformée en une véritable fusillade qui a touché 6 personnes, dont 3 ont finalement perdu la vie, y compris King Von lui-même. Le chaos qui a régné pendant ces quelques minutes a tout changé pour toutes les personnes impliquées et a ébranlé la communauté hip-hop dans son ensemble. À la suite de tout cela, l'Ultime a été arrêté le lendemain et inculpé de meurtre en lien avec la mort de Von. Cette arrestation semblait répondre à la question de savoir qui avait attrapé le corps. Mais comme nous allons le voir, la procédure judiciaire a ensuite pris des tournures inattendues que personne n'avait vu venir. Pendant que Tim était enfermé, Man s'était confronté à un avenir incertain, alors que le système judiciaire commençait à faire son travail. La communauté hip-hop s'est rapidement divisée, les fans et les associés de King Von et de Quando Rondo prenant parti et s'échauffant. Les réseaux sociaux se sont transformés en véritables zones de guerre, avec de folles spéculations sur ce qui s'est réellement passé cette nuit-là et sur les véritables responsables de cette tragédie. Après plusieurs mois derrière les barreaux, l'Ultime a finalement versé la caution de 100 000 $ en mars 2021 et est retourné dans la rue. Cette décision a choqué beaucoup de gens qui pensaient que Homie allait rester enfermé jusqu'au procès, mais ce n'était que le début de la bizarrerie de cette affaire. Sa libération signifiait qu'il était de retour à l'extérieur, mais qu'il devait toujours faire face à cette grave accusation de meurtre en attendant son procès. Pendant ce temps, les équipes juridiques des deux parties travaillaient d'arrache-pied. Le bureau du procureur recueillait des preuves et des déclarations de témoins pour monter un dossier contre l'Ultime, tandis que son équipe de défense, dirigée par l'avocat Noah Pins, mettait au point une stratégie qui allait s'avérer d'une efficacité inouïe à laquelle personne ne s'attendait. Ce qu'il est important de comprendre dans cette affaire, c'est la situation juridique de la Géorgie où la fusillade a eu lieu. La Géorgie a adopté la loi « Stand Your Ground », qui permet aux gens d'utiliser une force meurtrière s'ils pensent que c'est nécessaire pour empêcher que quelqu'un ne soit tué ou gravement blessé. Comme nous le verrons plus loin, cette loi a joué un rôle déterminant dans l'issue de l'affaire Tim. Pendant tout ce temps, l'Ultime lui-même ne disait pas grand-chose publiquement. Alors que tout le monde sur Twitter et IG s'enflammait pour des théories, la procédure judiciaire avançait à huis clos. Ce qui est finalement ressorti de toutes ces manœuvres juridiques n'était pas ce que tout le monde avait vu venir. Au fur et à mesure de l'avancement de l'affaire, un événement majeur est venu tout bouleverser. Le 20 août 2023, près de 3 ans après la fusillade, l'avocat de l'Ultime, Noah Pins, a confirmé que les poursuites pour meurtre contre son client avaient été abandonnées avant même que l'acte d'accusation ne soit prononcé. Ce licenciement a fait l'effet d'une bombe, en particulier pour les fans de Von, qui espéraient que Tim serait cuisiné. La raison de ce rejet est directement liée à la loi géorgienne Stand Your Ground, que j'ai mentionnée plus haut. Selon la rumeur, les procureurs ont considéré que les actions de Tim relevaient de la légitime défense, ou plus exactement de la défense d'autrui, puisqu'il semblait protéger Quando Rondo lors de l'altercation. L'accusation a décidé qu'elle n'avait pas assez d'éléments pour prouver la culpabilité de l'Ultime au-delà de tout doute raisonnable, ce qui est nécessaire dans les affaires criminelles. Les circonstances de la fusillade, où King Von semblait être l'agresseur initial dans l'altercation physique, rendaient trop difficile l'argument de l'autodéfense. Cette décision signifie que l'affaire a été classée avant le procès et qu'aucune audience n'a jamais eu lieu concernant les témoignages sur la fusillade. Il s'agit là d'un fait essentiel à garder à l'esprit lorsque l'on analyse toutes les affirmations concernant les révélations judiciaires choquantes qui ont été faites récemment. Après l'abandon des charges, l'Ultime n'a pas perdu de temps pour réagir à la situation. Il a sorti un morceau et un clip intitulé « Left a Stain » dans lequel il rappe sur le fait d'avoir gagné l'affaire et fait référence au fait
qu'on lui a retiré son bracelet électronique à la cheville. Cette réponse musicale est sa façon de célébrer le Dub Derby et marque son retour sous les projecteurs d'une manière plus directe. L'abandon des poursuites à l'encontre de Lul Tim a clos un chapitre de cette histoire tragique, mais n'a certainement pas mis un terme à la situation. En fait, il a ouvert la voie à de nouvelles spéculations, revendications et contre-revendications sur ce qui s'est réellement passé cette nuit-là dans l'A. Au fil du temps, différentes histoires sur ce qui s'est passé le 6 novembre 2020 ont été publiées. Asian Doll, l'ex de King Von, a affirmé à plusieurs reprises que Lul Tim n'avait pas fumé King Von et a pointé du doigt la police. Dans un tweet d'août 2023, aujourd'hui effacé, elle a carrément déclaré « Parce que la police a dit que Tim ne l'avait pas tué, c'est la police qui l'a fait ». Lorsque Lul Tim a annoncé son documentaire, Asian Doll s'en est pris à lui pour avoir essayé de revendiquer un corps qu'il n'aurait pas attrapé, suggérant qu'il utilisait le nom de Von pour avoir de l'influence. Cet échange public montre la tension permanente entre les différentes versions de ce qui s'est passé cette nuit-là à Atlanta. Mais nous en reparlerons plus tard. En novembre 2024, elle a réitéré ses affirmations en déclarant que les balles de la perche de Tim ne correspondaient pas à celles trouvées dans le corps de Von. Ces déclarations ont ajouté une nouvelle couche à une situation déjà confuse, bien qu'il soit important de noter que ces affirmations n'ont été vérifiées par aucune source officielle et qu'elles ne correspondent pas au rapport de police ou à l'issue du procès. Mais nous savons tous qu'il n'y a pas de fumée sans feu. L'abandon des poursuites a également permis à Lul Tim de parler plus librement de sa version des faits. Dans les années qui ont suivi le classement de l'affaire, il a commencé à partager son point de vue par l'intermédiaire de divers médias. La question qui se pose alors est la suivante. Qu'a réellement dit Lul Tim? Qu'a réellement dit Lul Tim? C'est là que son documentaire entre en jeu. Le documentaire sur la délation tombe. Après l'abandon des poursuites, Lul Tim a commencé à donner son avis sur tout ce qui s'était passé avec le roi Von. L'un des développements les plus importants de cette saga a été l'annonce par Lul Tim de son propre documentaire. Baptisé The Book of Timothy, cette série documentaire sera diffusée aux alentours d'octobre 2024 et promet de fournir de nouveaux détails et des preuves sur la vie et la carrière de Tim, et surtout sur ce qui s'est réellement passé la nuit où King Von a été abattu. Le documentaire, produit par BMS Studios et d'autres sociétés de production, présente des interviews de différentes personnes liées à la situation, y compris Quando Rondo et cette personnalité sauvage de l'Internet Charleston White. La bande-annonce de ce documentaire a rendu l'Internet fou, les internautes s'attendant à ce qu'il contienne du thé sérieux sur ce qui s'est réellement passé la nuit où King Von a été tué. Mais voilà, une grande partie du contenu du documentaire se trouvait derrière un paywall, ce qui signifie que tout le monde ne pouvait pas accéder à ces prétendus nouveaux détails. Cet aspect financier du documentaire nous amène à nous interroger sur les véritables motivations qui ont présidé à sa réalisation. S'agissait-il vraiment de révéler la vérité? Ou était-ce surtout un moyen de se faire de l'argent en capitalisant sur l'intérêt du public pour un événement tragique? Bien que le documentaire contienne le récit de Lul Tim sur ce qui s'est passé, il s'agit de déclarations personnelles faites pour une production commerciale, et non d'un témoignage donné sous serment dans une salle d'audience. Cette différence est cruciale lorsqu'il s'agit d'évaluer la crédibilité et le contexte des affirmations contenues dans le documentaire. À peu près à la même époque, Lul Tim a commencé à donner des interviews dans lesquelles il parlait plus ouvertement de l'incident. Dans une interview datant de novembre 2024, qui est devenue virale sur les médias sociaux, en particulier sur X, ce qui était autrefois Twitter, Tim a fait plusieurs déclarations sur la fusillade qui ont fait parler tout le monde. Au cours de cette interview, Lul Tim a déclaré qu'il avait tiré 4 fois sur King Von pendant l'altercation et que son blicky s'était bloqué après le 3e tir. Il a également affirmé qu'il n'était même pas au courant des raisons spécifiques de la dispute entre King Von et Quando Rondo, suggérant qu'il essayait simplement de protéger son ami lorsque tout a éclaté. Ces déclarations, bien qu'importantes parce qu'elles représentent le récit public de Tim sur ce qui s'est passé, n'ont pas été faites devant un tribunal. Elles ont été faites dans le cadre d'une apparition dans les médias, probablement organisée pour promouvoir son documentaire, et n'étaient certainement pas un témoignage devant un tribunal ou des révélations choquantes faites au cours d'une procédure judiciaire. La différence entre les témoignages devant les tribunaux et les déclarations dans les médias est importante pour plusieurs raisons. Les témoignages devant les tribunaux sont faits sous serment, et des sanctions sont prévues si quelqu'un est surpris en train de mentir. Il fait également l'objet d'un contre-interrogatoire, au cours duquel l'avocat de la partie adverse peut contester les affirmations et exiger des preuves. Les interviews dans les médias et les apparitions dans les documentaires ne bénéficient pas de ces garanties, ce qui permet aux gens de faire des déclarations sans le même niveau d'examen ou de conséquences s'ils ne s'en tiennent pas à 100. Cela nous amène au principal problème que posent de nombreux titres sur cette affaire.
L'affirmation selon laquelle Lil Tim a révélé au tribunal des détails choquants sur le roi Von est tout simplement absurde. Les charges ayant été abandonnées, avant même qu'un acte d'accusation ne soit établi, il n'y a pas eu de procès au cours duquel Tim aurait pu témoigner ou faire des révélations au tribunal. La confusion vient probablement du fait que les gens interprètent mal les déclarations de Tim lors d'interviews ou ses apparitions dans des documentaires, certains comptes de médias sociaux et sites web les présentant faussement comme des témoignages devant le tribunal. Ce qui est particulièrement intéressant dans le récit de cette affaire, c'est la manière dont certaines personnes ont tenté de façonner la perception du public par leurs déclarations et leur production médiatique. Le documentaire lui-même est un média complexe. D'une part, il donne le point de vue de Lil Tim sur des événements dont tout le monde parle et sur lesquels tout le monde spécule. D'autre part, il s'agit d'un produit commercial conçu pour obtenir des vues et gagner de l'argent, ce qui soulève des questions quant aux motivations potentielles de sensationnaliser ou de dramatiser des événements dans un but lucratif. La bande-annonce de The Book of Timothy a été soigneusement conçue pour susciter l'engouement et la controverse, promettant de nouvelles preuves et des détails choquants censés clarifier ce qui s'est passé la nuit de la mort du roi Von. La couverture médiatique du documentaire et des interviews connexes a souvent brouillé cette distinction cruciale, avec des titres suggérant que Tim a fait des révélations au tribunal, alors qu'aucune procédure judiciaire de ce type n'a jamais eu lieu. Il convient également de noter que le documentaire et les apparitions dans les médias ont eu lieu près d'un an après l'abandon des poursuites à l'encontre de Lil Tim. Ce calendrier suggère une décision calculée d'attendre que les procédures judiciaires soient complètement résolues avant de faire des déclarations publiques sur l'affaire. D'un point de vue stratégique, cette décision est logique. En l'absence d'inculpation, Lil Tim n'encourait qu'un risque juridique minime en évoquant ces événements. Lorsque le documentaire est sorti et que les interviews ont commencé à circuler en ligne, les plateformes de médias sociaux ont été inondées de clips, de réactions et de commentaires. Cet écosystème numérique de création et de partage de contenu a encore compliqué les choses avec des bribes sorties de leur contexte et présentées d'une manière qui déformait souvent leur sens ou leur signification d'origine. Le 11 novembre 2024, le compte à Meme Mixtapes a publié sur X un extrait de l'interview de Lil Tim dans lequel ce dernier parle de tirer sur King Von. Ce post, comme beaucoup d'autres, a pu contribuer à des idées fausses sur la nature et le contexte des déclarations de Tim, en particulier si les spectateurs ont pris l'interview pour une salle d'audience ou une procédure judiciaire. Ce qui est amusant dans cette affaire, c'est qu'elle ressemble à une répétition de l'histoire. La légendaire rivalité entre la côte Est et la côte Ouest qui a conduit à la mort de Tupac et Biggie Smalls. La querelle Tupac-Biggie est l'une des rivalités les plus légendaires de l'histoire du hip-hop. Les deux rappeurs étaient à l'avant-garde du clivage entre la côte Est et la côte Ouest dans les années 1990, Tupac représentant la côte Ouest et Biggie la côte Est. Ce fossé culturel et géographique plus large a alimenté leur querelle, marquée par des diss tracks, des insultes publiques et finalement de la violence. Les médias ont joué un rôle important dans l'amplification de la rivalité, la présentant souvent comme un affrontement entre deux côtes et deux cultures hip-hop distinctes. L'impact de la querelle entre Tupac et Biggie sur l'industrie du hip-hop ne peut être surestimé. Elle a contribué à façonner le son et le style du hip-hop dans les années 1990. De nombreux artistes s'inspirant des paroles brutes et agressives et du fossé culturel qui a alimenté la rivalité. La querelle a également attiré l'attention sur les dures réalités de la vie dans les quartiers défavorisés, les paroles de Tupac brossant un tableau saisissant des difficultés rencontrées par de nombreux jeunes qui grandissent dans la pauvreté. En revanche, la querelle entre King Von et Quando Rondo était plus personnelle et enracinée dans leurs expériences et quartiers spécifiques de Chicago. Les deux rappeurs étaient des figures de proue de la scène rap de la ville, et leur rivalité était alimentée par un mélange complexe de querelles personnelles, de crédibilité dans la rue et de loyauté régionale. Si la querelle n'a pas eu le même impact sur l'industrie que la rivalité entre Tupac et Biggie, elle a tout de même eu un impact significatif sur la scène du drill rap et sur la vie de ceux qui y ont participé. La querelle King Von Quando Rondo met en lumière la complexité des rivalités dans le milieu du hip-hop et la façon dont elles peuvent dégénérer en violence. La querelle a également été marquée par une série de diss tracks et d'insultes publiques, les deux rappeurs se lançant des piques et des accusations. Cependant, la querelle a fini par devenir mortelle, avec l'assassinat de King Von en 2020. L'issue tragique de ces deux querelles nous rappelle que les artistes, les fans et l'industrie dans son ensemble doivent donner la priorité à la sécurité et au respect. Si les rivalités dans le hip-hop peuvent être intenses et passionnées, elles ne devraient jamais dégénérer en violence. Les artistes devraient plutôt se concentrer sur la création d'une musique qui encourage la positivité, le respect et la compréhension.
En fin de compte, l'héritage de Tupac et Biggie rappelle l'impact que le hip-hop peut avoir sur la culture et la société. Leur musique continue d'inspirer et d'influencer de nouvelles générations d'artistes et de fans, et leur querelle reste l'une des plus tristement célèbres de l'histoire du hip-hop. De même, l'héritage de King Von et Quando Rondo reflète la complexité et les défis des rivalités hip-hop, et la nécessité pour les artistes et les fans de donner la priorité à la sécurité et au respect. Malheureusement, la querelle entre King Von et Quando Rondo n'est pas terminée, et de nouvelles violences pourraient survenir si les deux camps continuent à se venger. L'Ultime a peut-être accepté d'intégrer King Von pour accroître sa crédibilité dans la rue, mais cela lui a aussi mis une cible dans le dos et il y aura forcément des représailles. Cela nous amène à nous poser une question importante. Si l'Ultime n'a pas tué King Von, qui l'a fait? La police ou quelqu'un d'autre? Revenons un peu en arrière pour y voir plus clair. Qui a vraiment tué le King Von? Nous avons déjà résumé ce qui s'est passé le jour où King Von s'est fait fumer, mais nous allons maintenant entrer dans les détails du point de vue des forces de l'ordre. Le monde du hip-hop a été ébranlé par la nouvelle de la mort tragique de Davon Daquan Bennett, alias King Von, étoile montante de la scène drill rap de Chicago. Le 6 novembre 2020, le rappeur de 26 ans a été abattu à l'extérieur du Monaco Hookah Lounge d'Atlanta, en Géorgie, au cours d'une violente altercation qui a fait 3 morts et plusieurs blessés. La question de savoir qui a vraiment tué King Von reste un sujet de spéculation intense, alimenté par des rapports contradictoires, des développements juridiques et des tensions continues liées au gang. Le 6 novembre 2020, vers 3h20 du matin, King Von et son entourage arrivent au Monaco Hookah Lounge après une soirée à l'Opium Nightclub situé à proximité. C'est à ce moment-là que les choses ont mal tourné. Une confrontation avec un autre groupe, mené par le rappeur Quando Rondo de Savannah, a rapidement dégénéré en altercation physique. Les images montrent des coups de poing avant qu'une fusillade n'éclate, faisant 6 blessés par balle et 3 morts. King Von, Mark Blackley et un autre individu non identifié. Le département de police d'Atlanta, APD, a indiqué que 2 policiers d'Atlanta qui n'étaient pas en service et qui assuraient la sécurité du salon, ainsi qu'un policier en service qui patrouillait à proximité, sont intervenus et ont échangé des coups de feu avec les suspects. Le Georgia Bureau of Investigation, GBI, a précisé par la suite qu'aucun agent n'avait été blessé, et l'APD a déclaré que King Von avait probablement été abattu au cours de la fusillade initiale entre les deux groupes, avant que la police n'intervienne. King Von n'a pas été retrouvé sur les lieux, mais il est arrivé à l'hôpital peu après à bord d'un véhicule privé, où il a succombé à ses blessures. Comme nous l'avons déjà dit, l'enquête a d'abord conduit à l'arrestation de Timothy Leaks, 22 ans, également connu sous le nom de l'Ultime, originaire de Savannah et affilié à Quando Rondo. L'APD a classé l'affaire de l'homicide de Von comme close avec l'arrestation de Leaks, ce qui laisse supposer qu'il est coupable. Nous savons tous ce qu'il en est advenu, mais cela n'a pas répondu à la question la plus importante. Le public reste avide de justice et les spéculations vont bon train. Dès le début, des récits contradictoires sont apparus au sujet de la fusillade. Le manager de King Von, Jameson François de Sankey Management, a affirmé dans une interview avec DJ Academics que la plupart des tirs provenaient des policiers et non du groupe adverse. L'APD a toutefois réfuté cette affirmation, déclarant que ses enquêteurs pensaient que Von avait été touché lors de l'échange initial entre les deux groupes avant l'intervention de la police. Les médias sociaux ont spéculé sur l'implication de Quando Rondo, compte tenu de sa querelle avec Von et de la présence de son équipe sur les lieux. Les images de surveillance et la chanson End of Story de Quando Rondo, publiée 2 semaines plus tard, ont alimenté ces rumeurs. Dans ce morceau, Rondo invoque la légitime défense et rappe « Il n'aurait jamais dû poser ses mains sur moi. Regardez les images, c'est la seule preuve ». Certains ont interprété cela comme un aveu d'implication, bien que Rondo n'ait jamais été inculpé dans la mort de Von. La dynamique des gangs de Chicago constitue un autre facteur de complexité. King Von était affilié au Black Disciple et au collectif Only the Family, OTF, de Lil Durk, tandis que Quando Rondo aurait été lié à des factions rivales. La fusillade a été largement perçue comme une escalade des tensions entre ces groupes, la mort de King Von étant considérée comme un catalyseur de nouvelles violences. La mort de King Von a déclenché une vague de violence en représailles, notamment un projet de meurtre contre rémunération visant Quando Rondo en 2022. Le 24 octobre 2024, des accusations fédérales ont été portées contre 5 hommes de Chicago: Kavon London Grant, DeAndre Dontrell Wilson, Keith Jones, David Brian Lindsay et Asa Houston, tous affiliés présumés à l'OTF. Le tribunal de district de Los Angeles les a inculpés de conspiration en vue de commettre un meurtre pour le compte d'autrui, de meurtre pour le compte d'autrui ayant entraîné la mort et d'utilisation d'une mitrailleuse dans le cadre d'un crime violent. Le complot, orchestré en août 2022,
visait à tuer Quando Rondo en représailles de la mort de Von, mais a abouti à la mort du cousin de Rondo, Saviaya Lulpab Robinson, dans une station-service de Los Angeles. Les procureurs affirment que Lil Durk, de son vrai nom Dirk Devontae Banks, a joué un rôle central dans ce complot. Le 25 octobre 2024, Durk a été arrêté près de l'aéroport international de Miami sur des accusations fédérales de complot en vue de commettre un meurtre pour le compte d'autrui. Une déclaration sous serment du FBI cite des témoins anonymes affirmant que Durk a mis une prime sur la vie de Quando Rondo, les fonds de l'OTF ayant servi à financer l'opération, notamment les billets d'avion et les armes à feu. L'acte d'accusation explique comment Grant a fourni une mitrailleuse automatique et des véhicules pour traquer Rondo, ce qui a abouti à la fusillade mortelle. La mise en accusation de Durk est en cours à Los Angeles et son procès a été reporté à octobre 2025. Ces développements suggèrent que la mort de Von n'est pas un incident isolé, mais qu'elle s'inscrit dans un cycle plus large de violences liées au gang. Pour ajouter à la controverse, l'héritage de King Von a été examiné à la loupe en raison d'allégations concernant son propre passé violent. En 2023, un documentaire YouTube de Trap Laura Ross, intitulé King Von, Rap's First Serial Killer, établit un lien entre King Von et 10 meurtres présumés à Chicago, dont celui de Gakira K.I. Barnes en 2014. Le documentaire, qui a été retiré de YouTube suite à des réactions négatives, a été critiqué pour ses incohérences factuelles, les utilisateurs de Reddit et les partisans de Von soulignant des erreurs dans la chronologie et les preuves. Des documents de la police de Chicago datant de 2021 désignent également Von comme l'assassin de Barnes, mais aucune charge n'a été retenue en raison des déclarations incohérentes des témoins. Ces allégations, bien que non prouvées, ont façonné la perception publique de la mort de Von, certains affirmant qu'il s'agissait d'une conséquence de son implication présumée dans les conflits de rue de Chicago. D'autres, y compris les fans et la famille, soutiennent que Von était un produit de son environnement, utilisant la musique pour échapper à un cycle de violence qui lui a finalement coûté la vie. Malgré des enquêtes approfondies, plusieurs questions restent en suspens. Qui a tiré le coup de feu fatal? Timothy Leaks a été inculpé dans un premier temps, mais le rejet de son inculpation pour meurtre en 2023 laisse planer des doutes sur son rôle. Le manque de clarté sur la question de savoir si Von a été abattu par un membre de l'équipe de Quando Rondo, par un membre de l'OTF ou même par un tir de la police laisse l'affaire ouverte à toutes les spéculations. Quel rôle la police a-t-elle joué? L'enquête du FBI sur la fusillade impliquant un officier n'a pas confirmé publiquement si les balles de la police ont touché des victimes, y compris Von. Cette ambiguïté alimente les affirmations du manager de Von, selon lesquelles les tirs de la police ont joué un rôle. Pourquoi les charges contre Leaks ont-elles été abandonnées? Le classement sans suite de l'accusation de meurtre de Leaks, sans explication détaillée, suggère des problèmes possibles au niveau des preuves, des témoignages ou du pouvoir discrétionnaire du procureur, mais aucune déclaration officielle n'a clarifié cette décision. La mort de King Von reste un chapitre tragique et non résolu de l'histoire du hip-hop. Alors que Timothy Leaks a été initialement inculpé, le classement de l'affaire et l'absence de nouveaux suspects laissent la question de savoir qui a vraiment tué King Von sans réponse. L'incident, enraciné dans les rivalités entre gangs et les querelles personnelles, a eu des conséquences considérables, depuis le complot du meurtre pour le compte d'autrui en 2022 jusqu'aux accusations fédérales portées contre Lil Durk. L'héritage de Von en tant que conteur et voix de la scène drill de Chicago perdure, mais sa mort souligne le bilan dévastateur de la violence dans la communauté rap. Jusqu'à ce que d'autres preuves apparaissent, la vérité sur cette nuit de novembre à Atlanta risque de rester insaisissable, rappelant de manière sombre les défis à relever pour briser le cycle de la vengeance. Le ministère de la Justice finira-t-il par découvrir la vérité sur l'identité du meurtrier de King Von, ou restera-t-il un mystère pendant les 30 prochaines années, comme dans le cas de Tupac? Seul l'avenir nous le dira. Merci de rester avec nous. Il y a plusieurs cases sur l'écran si vous voulez regarder d'autres vidéos intéressantes.